Polly Chalmers ignorait tout de ces événements. Au moment où Castle Rock voyait poindre les premiers fruits authentiques des travaux de Leland Gaunt, elle se trouvait au bord de la route vicinale 3, sur le terrain de l'ancienne ferme Camber. Elle s'y était rendue une fois sa conversation avec Alan terminée. « Terminée » pensa-t-elle. « L'expression est bien trop courtoise. » Dès qu'elle lui avait raccroché au nez, voilà qui serait plus proche de la vérité, non ? Bon, d'accord, admit-elle. Je lui ai raccroché au nez. Mais il est allé fouiller dans mon dos, et quand je l'ai mis devant le fait accompli, il s'est empêtré et il a menti. Il a menti. J'estime qu'un tel comportement ne mérite pas une réponse courtoise. Quelque chose en elle n'était pas complètement convaincue. Ce quelque chose aurait pu élever la voix, si elle lui en avait laissé le temps et la place. Mais elle ne lui accorda ni l'un ni l'autre. Elle refusait d'écouter toute voix discordante. Elle ne voulait même pas revenir sur sa dernière conversation avec Alan Pangborn. Elle ne désirait qu'une chose, faire ce qu'elle avait à faire ici, au bout du chemin vicinal 3, et rentrer chez elle. Une fois à la maison, elle prendrait un bain froid et irait au lit pour 12 ou 16 heures. La voix lointaine réussit cependant à glisser quelques mots. « Mais Polly, as-tu pensé ?» Non, elle n'y avait pas pensé. Sans doute y penserait-elle le moment venu, mais c'était encore trop tôt. Lorsqu'elle se mettrait à y penser, elle commencerait aussitôt à souffrir. Pour l'instant, elle ne voulait qu'une chose, s'occuper de ce qu'elle avait à faire et ne pas penser du tout. La ferme Camber n'était pas un endroit rassurant. On disait même qu'elle était tentée. Quelques années auparavant, 2 personnes, un petit garçon et le shérif George Bannerman, étaient mortes dans la cour de cette ferme. 2 autres, Gary Pervier et Joe Camber lui-même, avaient péri juste au pied de la colline. Polly se gara à l'endroit où une femme du nom de Donna Trenton avait commis jadis l'erreur fatale de faire halte avec sa Ford Pinto et sortit. Lasca se balança entre ses seins. Elle regarda un moment autour d'elle, mal à l'aise. Le porche s'affaissait, le lierre recouvrait les murs à la peinture écaillée. Les fenêtres, presque toutes brisées, lui rendaient son regard de leurs yeux aveugles. Des grillons chantaient leurs chansons stupides dans l'herbe, et le soleil tapait aussi fort que le jour où Donna Trenton avait lutté pour se sauver, et sauver son fils de la mort. « Mais qu'est-ce que je fabrique ici ? Au nom du ciel, qu'est-ce que je fabrique ici ?» Elle le savait cependant, et ça n'avait rien à voir avec le shérif Pangborn, ni avec Kelton, ni avec le département de l'aide sociale à l'enfance de San Francisco. Cette petite promenade au champ n'avait rien à voir avec l'amour. Elle avait à voir avec la souffrance. C'était tout, mais suffisant. Il y avait quelque chose à l'intérieur de l'amulette d'argent, quelque chose de vivant. Si elle ne remplissait pas les conditions du marché qu'elle avait passé avec Gaunt, la chose mourrait. Elle ne savait pas si elle pourrait supporter une rechute avec les douleurs horribles, suffocantes, qui l'avaient réveillée dimanche dernier. Si elle devait envisager une telle vie de souffrance, autant se tuer. « Et ce n'est pas contre Alan » murmura-t-elle tout en se dirigeant vers la grange à la porte béante et dont le toit incliné menaçait ruine. Il a dit qu'il ne lèverait pas la main contre lui. « Mais alors pourquoi t'inquiéter » lui souffla la voix. Elle s'inquiétait parce qu'elle ne voulait pas faire de mal à Alan. Elle était en colère contre lui, furieuse en réalité. Mais cela ne signifiait pas qu'elle devait s'abaisser à son niveau, qu'elle devait le traiter aussi lamentablement que lui l'avait traité. « Mais, Polly, as-tu pensé... » « Non, non !» Elle allait faire une blague à Ace Merrill, et elle se fichait complètement de ce type qu'elle n'avait même jamais rencontré, et ne connaissait que de réputation. C'était lui qui serait victime de la blague, mais Alan, qui avait expédié Ace Merrill moisir à Shawshank, intervenait quelque part. Son cœur le lui disait. Pouvait-elle faire machine arrière ? Le pouvait-elle quand bien même elle l'aurait voulu ? Car il y avait aussi Kelton. Monsieur Gaunt ne lui avait pas franchement dit que la ville serait mise au courant de ce qui était arrivé à son fils si elle n'exécutait pas ses ordres, mais il l'avait laissé entendre. Cette seule idée était insupportable. Pourquoi une jeune femme, cependant, n'aurait-elle pas droit à son amour-propre ? Quand tout le reste lui échappe, n'a-t-elle pas au moins droit à cela ? À cette dernière pièce
qui empêche sa bourse d'être vide. Oui. Oui et oui. Monsieur Gaunt lui avait dit qu'elle trouverait dans la grange l'outil dont elle aurait besoin. Elle s'avança vers la bâtisse branlante. Va où il te semble bon, comme on dit dans la Bible. Mais vas-y vivante. Lui avait dit tante Evie. Ne deviens pas un fantôme. Mais en ce moment, alors qu'elle franchissait la porte grande ouverte, pétrifiée sur son rail rouillé, elle se sentait comme un fantôme. Jamais elle ne s'était sentie comme un fantôme de toute sa vie. Laska bougeait entre ses seins, mais de lui-même. À l'intérieur, quelque chose de vivant. Ça ne lui plaisait pas, mais l'idée de ce qui se passerait si la chose mourait lui plaisait encore moins. Elle ferait ce que M. Gaunt lui avait demandé de faire au moins 7 fois, puis couperait tout lien avec Alan Pangborn. Une erreur dès le début, cette liaison. Elle le voyait bien maintenant. Et garderait son passé pour elle. Pourquoi pas? Après tout, il ne s'agissait que de bien peu de choses. La pelle se trouvait exactement là où il avait dit qu'elle serait, appuyée contre un mur, dans un rayon de soleil où dansait la poussière. Elle la saisit par sa poignée lisse d'usure. Elle eut soudain l'impression d'entendre une sorte de feulement bas, en provenance des parties les plus sombres de la grange. Comme si le Saint-Bernard enragé, qui avait tué le grand George Bannerman et entraîné la mort de Tad Trenton, se trouvait encore ici, plus féroce que jamais. La chair de poule lui hérissa le bras, et elle se précipita dehors. La cour ne respirait pas exactement la joie de vivre, avec cette maison vide qui vous foudroyait de son regard sinistre. Mais c'était mieux que la grange. « Qu'est-ce que je fabrique ici ?» se demanda-t-elle une fois de plus, affligée. Ce fut la voix de tante Evie qui lui répondit. « Tu te transformes en fantôme. Voilà ce que tu fabriques ici. Tu fais un fantôme de toi. » Elle ferma fortement les paupières. « Arrête !» murmura-t-elle d'un ton rogue. « Arrête, t'entends ?»« Très juste !» intervint le Lord Gaunt. « Et d'ailleurs, où est le problème ? Ce n'est qu'une petite blague inoffensive. Et s'il devait y avoir des conséquences sérieuses, il n'y en aurait pas, évidemment. Simple supposition pour les besoins de la cause. La faute à qui, hein ? » À Alan, marmonna-t-elle. Ses yeux ne cessaient d'aller et venir nerveusement. Ses mains s'ouvraient et se serraient nerveusement entre ses seins. S'il était ici pour parler à... S'il ne s'était pas coupé de moi, en allant fouiner dans des affaires qui ne le regardaient pas. La petite voix essaya de nouveau de s'élever, mais le Lord Gaunt la coupa avant même qu'elle ait pu placer un mot. Tout juste, encore une fois. Quant à ce que tu fabriques ici, Polly, la réponse est simple. Tu paies. C'est ce que tu fais, et c'est tout ce que tu fais. Les fantômes n'ont rien à voir là-dedans. Et n'oublie pas ceci, parce que c'est l'aspect le plus élémentaire et le plus merveilleux du commerce. Une fois que tu as payé pour une chose, elle t'appartient. Tu ne t'attendais pas à ce qu'un objet aussi fantastique soit bon marché tout de même. Quand tu auras fini de payer, il sera à toi. Tu as des droits très clairs sur la chose pour laquelle tu as payé. Alors, vas-tu rester planté là, à écouter toute la journée ces voix géniardes, ou feras-tu ce que tu es venu faire ? Polly rouvrit les yeux. Laska pendait, immobile au bout de sa chaîne. S'il avait bougé, elle n'en était plus tout à fait sûre, c'était maintenant terminé. La maison n'était qu'une maison, abandonnée depuis trop longtemps, et portant les stigmates inévitables de cet abandon. Les fenêtres n'étaient pas des yeux, mais de simples trous privés de vitrage par des gamins aventureux, armés de cailloux. Et ce qu'elle avait entendu dans la grange, et qu'elle n'était plus très sûre d'avoir entendu, ne devait être que le bruit d'une planche qui avait craqué dans la chaleur anormale de cette journée d'octobre. Ses parents étaient morts, son adorable petit garçon était mort, et le chien qui avait régné en maître, un maître redoutable et terrifiant, dans cette cour pendant 3 journées successives, était mort depuis 11 ans. Il n'y avait pas de fantôme. « Pas même moi, » dit-elle. Elle contourna la grange. « Derrière la grange, » lui avait dit Gaunt. « vous trouverez la carcasse d'une vieille caravane.
Il y en avait une, en effet. Une airflow métallisée qui disparaissait presque au milieu d'un fouillis de verges d'or et de tournesols desséchés. Vous verrez un rocher à plat, à la gauche de la caravane. Elle n'eut pas de mal à le découvrir. Il faisait la taille d'une dalle de jardin. Déplacez le rocher et creusez. À environ 60 cm, vous trouverez une boîte de Crisco. Elle mit le rocher de côté et creusa. Moins de 5 minutes plus tard, la lame de la pelle heurtait la boîte métallique. Elle continua à creuser avec les mains dans la terre meuble, cassant des doigts les fragiles ramifications des racines. La boîte de margarine était rouillée, mais intacte. L'étiquette en décomposition se détachait. Elle comportait au dos une recette de gâteau surprise à l'ananas. La liste des ingrédients rendue illisible par les moisissures, et un coupon Bisquick, dont l'année d'expiration était 1969. Du doigt, elle réussit à dégager le couvercle. La bouffée d'air qui s'en échappa la fit grimacer et éloigner la tête. La voix tenta une dernière fois de lui demander ce qu'elle fabriquait ici, mais Polly la fit taire. Elle regarda dans la boîte et y trouva ce qu'avait prévu M. Gaunt, un paquet de timbres publicitaires Gold Bond, et plusieurs photos à demi effacées d'une femme ayant un rapport sexuel avec un chien collet. Elle sortit tout cela et le fourra dans sa poche, puis s'essuya vivement les doigts sur son jean. Elle se promit de se laver les mains dès que possible. Le fait de toucher des choses restées si longtemps sous terre lui répugnait. D'une autre poche, elle prit une enveloppe scellée de format commercial. Imprimée en lettres capitales, on lisait ceci dessus. Message à l'intention de l'intrépide chasseur de trésors. Polly mit l'enveloppe dans la boîte, referma le couvercle et remit l'ensemble dans le trou, qu'elle combla avec la pelle. Elle travaillait vite et sans soin. Elle n'avait plus qu'une envie, ficher le camp d'ici. La corvée terminée, elle s'éloigna à grands pas, après avoir balancé la pelle dans les hautes herbes. Elle n'avait nulle intention de la remettre dans la grange, quelque banale que pût être l'explication du bruit qu'elle y avait entendu. Une fois à sa voiture, elle ouvrit tout d'abord la portière côté passager, pour accéder à la boîte à gants. Elle chercha dans le fouillis de papier qui y traînait, et finit par trouver une vieille pochette d'allumettes. Il lui fallut 4 essais pour en faire prendre une. Ses mains ne la faisaient presque plus souffrir, mais elle tremblait tellement qu'elle écrasa les 3 premières, la tige en carton se pliant sous la pression. Lorsque la 4e produisit sa petite flamme, presque invisible dans la lumière éclatante de l'après-midi, elle sortit la pile agglomérée de bons d'échange et de photos obscènes de sa poche, et en approcha l'allumette, qu'elle tint, jusqu'à ce que les papiers aient bien pris feu. Puis elle les agita pour améliorer le tirage. La femme des photos avait l'air sous-alimentée, avec ses yeux creux. Le chien d'allure minable paraissait assez malin pour se sentir gêné. Ce fut un soulagement que de voir la photo du dessus se cloquer et brunir. Lorsque le cliché commença à se recroqueviller sur lui-même, elle laissa tomber la pile de papier à terre, sur ce même sol où une autre femme avait jadis battu un autre chien à mort, un Saint-Bernard cette fois, à l'aide d'une batte de baseball. Les flammes jaillirent. La petite pile de timbres et de photos se réduisit rapidement en un tas de cendres. Il y eut un brasillement. Le feu s'éteignit et, à cet instant précis, une rafale de vent soudaine rompit le calme de l'air, éparpillant le magma de cendres. Les débris tourbillonnèrent en une mini-tornade qui s'éleva sous les yeux écarquillés de Polly. Elle sentit brusquement la peur la gagner. D'où cette rafale de vent incompréhensible sortait-elle donc? Oh, je vous en prie, vous ne pourriez pas arrêter de... Le grognement bas, semblable au ralenti d'un gros moteur de hors-bord, s'éleva de nouveau d'entre les mâchoires béantes et noires de la grange. Ce n'était pas son imagination, et ce n'était pas une poutre qui craquait, mais un chien. Polly regarda dans cette direction, apeurée, et vit 2 points rouges phosphorescents qui semblaient guetter dans les ténèbres. Elle fit le tour de la voiture en courant, se heurta douloureusement la hanche au capot, sauta sur son siège, remonta les vitres et verrouilla les portières. Elle tourna la clé de contact, le moteur ahana, mais ne démarra pas. « Personne ne sait où je me trouve !» se rendit-elle compte. « Personne sinon M. Gaunt, qui ne dira jamais rien !» Un instant, elle s'imagina prisonnière ici, comme l'avait été Donna Trenton et son fils. Puis le moteur vint soudain à la vie. Elle recula si brusquement dans l'allée qu'elle faillit jeter la voiture dans le fossé, de l'autre côté de la route. Elle remit la boîte métallique sur D et repartit vers la ville aussi vite qu'elle l'osa. Elle avait complètement oublié qu'elle aurait bien aimé se laver les mains. Ace Merrill roula hors de son lit,
à peu près au moment où Brian Rusk se faisait sauter la tête à une 50aine de kilomètres de là. Il se rendit aux toilettes, s'extirpa de son caleçon crasseux tout en marchant, et urina pendant 1 heure ou 2. Il leva un bras et renifla son aisselle. Il jeta un coup d'œil à la douche, et y renonça. Une grosse journée l'attendait. La douche serait pour plus tard. Il quitta le petit coin sans se donner la peine de tirer la chasse. « Quand c'est jaune, ça peut attendre la bonne !» était l'un des aphorismes classiques de sa philosophie, et se rendit à sa commode, sur laquelle l'attendait un miroir, et posé dessus, ce qui restait de la chenouf de Gaunt, c'est-à-dire pas grand-chose. Une came de première, agréable au nez, chaude dans la tête, dont il avait eu besoin d'utiliser de grandes quantités la nuit dernière, comme Gaunt le lui avait prédit, mais il se doutait bien que les réserves ne devaient pas être épuisées. Du bord de son permis de conduire, Ace forma 2 lignes, qu'il sniffa avec un billet de 5 roulé sur lui-même. Quelque chose d'assez approchant d'un missile Shrike décolla dans sa tête. « Boum !» s'écria Ace Merrill de sa voix grand méchant loup de la Warner. « Allons-y pour le cinoche !» Il enfila un jean délavé sur ses hanches nues, puis un t-shirt Harley Davidson. « C'est ce que portent tous les chasseurs de trésors qui savent s'habiller cette année !» pensa-t-il, avant d'éclater d'un rire dément. « Oula, elle est chouette cette coque !» Il se dirigeait vers la porte lorsque ses yeux tombèrent sur ses trouvailles de la nuit. Il se rappela qu'il avait eu l'intention de donner un coup de fil à Nat Copeland, à Portsmouth. Il retourna dans sa chambre, fouilla parmi les vêtements fourrés pêle-mêle dans le premier tiroir de la commode, et finit par retrouver un carnet d'adresses en piteux état. Il alla à la cuisine, s'assit et composa le numéro. Il ne pensait pas joindre Nat lui-même, mais ça valait la peine d'essayer. La coke bourdonnait dans sa tête et lui cisaillait le crâne, mais il sentait s'évaporer les premiers effets du coup de fouet. Une giclée de coke fait de vous un homme nouveau. Le problème, c'est qu'une deuxième giclée est la première chose dont a envie cet homme nouveau, et les réserves d'Ace se trouvaient sérieusement amenuisées. « Ouais ?» fit une voix. Le ton était méfiant, mais Ace se rendit compte qu'il avait une fois de plus tapé dans le mille. La chance était avec lui. « Nat !» s'écria-t-il. « Qui êtes-vous, bordel ?»« Hé, c'est moi, vieille noix, moi !»« Ace, c'est toi, Ace ?»« Personne d'autre. Alors, ça boum, vieux !»« On a vu mieux. » Nat n'avait pas l'air particulièrement ravi d'avoir des nouvelles de son ancien compagnon de boutique à Shawshank. « Qu'est-ce que tu veux ?»« Hé, c'est pas une manière de parler aux copains, ça !» dit Ace d'un ton de reproche. Il coinça le combiné entre l'oreille et l'épaule et attira à lui de vieilles boîtes métalliques rouillées. Il avait déterré l'une d'elles derrière la vieille ferme Trebelhorn, l'autre dans la fosse qui correspondait à la cave, dans ce qui restait de la ferme Masters, laquelle avait brûlé de fond en comble alors qu'Ace avait 10 ans. La première contenait seulement 4 cahiers de timbres S&H et plusieurs paquets de coupons de cigarettes Raleigh. La deuxième, quelques feuillets de timbres d'échange et 6 rouleaux de penny, sauf que les petites pièces ne ressemblaient pas aux penny habituels. Elles étaient blanches. « Je veux peut-être tout juste taper ?» le taquina Ace. « Vérifier l'état de tes piles, quoi. Voir comment marchent les affaires, des trucs comme ça. »« Qu'est-ce que tu veux, Ace ?» répéta Nat d'un ton fatigué. Ace sortit l'un des rouleaux de penny de la vieille boîte de Crisco. Le papier, violet à l'origine, était devenu d'un rose délavé. Il en fit tomber 2 pièces et les regarda avec curiosité. Si quelqu'un avait une idée de ce que c'était, ce ne pouvait être que Nat Copeland. Il avait autrefois tenu à Kittery un magasin pour collectionneurs de pièces. Il possédait également sa propre collection, l'une des 10 plus belles de la Nouvelle-Angleterre, à l'en croire. Puis il avait lui aussi découvert les joies et merveilles de la cocaïne. Dans les 4 ou 5 années qui avaient suivi, il s'était séparé de sa collection pièce à pièce pour se poudrer le nez. En 1985, alerté par une alarme silencieuse qui s'était déclenchée dans le local d'un marchand de monnaie de collection à Portland, la police avait trouvé Nat Copeland dans l'arrière-boutique, occupé à fourrer les dollars en argent de Dame Liberty dans un sac en peau. Ace l'avait rencontré peu de temps après. « Au fait, tu m'y fais penser. J'ai bien une question à te poser. »« Une question, c'est tout ?»« Absolument tout, vieille noix. »« Très bien. » À sa voix, Nat paraissait se détendre un peu. « Eh bien, je t'écoute, j'ai pas que ça à faire. »« D'accord, boulot, boulot, boulot. Des trucs à faire. Des gens à se taper, c'est bien ça, Natty. » Il partit de son rire de dément. Ce n'était pas seulement l'effet de la poudre, c'était la journée. Il n'était rentré chez lui qu'aux petites heures du matin,
et la coke qu'il avait ingurgitée l'avait tenu réveillé presque jusqu'à 10 heures, en dépit des stores baissés et de son épuisement physique. Il se sentait prêt à bouffer des barres d'acier et à recracher des clous de 12. Et pourquoi? Pourquoi pas, nom d'un foutre? Il était sur le point de faire fortune. Il le savait, il le sentait par toutes les fibres de son corps. Dis donc, Ace, c'est-il que t'as quelque chose à me dire dans ce qui te sert de tête ou tu te fous juste de moi? Non, je me fous pas de toi. Donne-moi le bon tuyau et je te mettrai dessous de quoi renifler. Du super. Vraiment? La voix de Copeland avait perdu toute agressivité. Elle se fit feutrer, presque émerveillée. T'es pas en train de me bourrer le mot, dis? La meilleure cam que j'ai jamais touchée, Nati mon chou. Tu peux me mettre dans le coup? Je vois vraiment pas pourquoi je le ferais pas, répondit Ace, qui n'en pensait pas un mot. Il venait de détacher 3 ou 4 autres de ces pennies bizarres de leurs vieux rouleaux délavés. Il les aligna du bout des doigts. Mais rends-moi un service. Dis toujours. Les pennies blancs, ça te dit quelque chose? Il y eut un silence à l'autre bout du fil, puis Nat répondit prudemment. Des pennies blancs, tu veux dire des pennies d'acier? Je sais pas ce que je veux dire. Le collectionneur, c'est toi. Regarde les dates. S'ils ont été frappés entre 1941 et 1945. Ace retourna les pièces posées devant lui. L'une était de 1941, 4 de 1943, la dernière de 1944. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'elles valent, Nat? Il essaya de dissimuler son ton d'impatience sans y arriver parfaitement. Pas grand-chose une à la fois, mais fichtrement plus qu'un penny d'un cents actuel. Disons 200$ pièce. 3 s'ils sont FC. C'est quoi? Fleur de coin, parfait état. T'en as beaucoup? Pas mal, dit Ace. Pas mal, mon vieux. Mais il était déçu. Il avait 6 rouleaux, soit 300 pièces. Et ceux qu'il avait sous les yeux n'étaient pas dans un excellent état, à son avis. 600, 800$ maximum. Pas vraiment un grand coup. Eh bien, amène-les-moi et on regardera ça. Je pourrais t'en donner un bon prix. Il hésita, puis ajouta. Et n'oublie pas la poudre à canon. J'y penserai. Hé, Ace, ne raccroche pas. Va te faire gentiment foutre, Nati, répliqua Ace, en reposant le combiné. Il resta un moment songeur, contemplant les pennies et les 2 boîtes rouillées d'un air morose. Il y avait quelque chose de très bizarre dans cette affaire. Des timbres d'échange et 600$ en pennies d'acier. Ça rime à quoi? C'est ça qui fait chier, pensa-t-il. Ça rime à rien. Où peut-il bien être, bordel? Il se leva et alla dans la chambre sniffer le reste de la coque de Gaunt. Lorsqu'il sortit de chez lui, le livre contenant la carte à la main, il se sentait considérablement plus joyeux. Si, ça rime à quelque chose. Ça rimait très bien. Maintenant qu'il venait d'aider sa tête à fonctionner, il s'en rendait compte. Après tout, il y avait une quantité de croix sur cette carte. Il avait trouvé 2 caches exactement là où elles étaient indiquées. Chacune marquée par une grosse pierre plate. Croix plus pierre plate égale trésor enterré. Il semblait bien, certes, que Pop ait eu pas mal plus de mou dans les voiles à la fin de sa vie que l'avaient cru les gens de la ville, et comme qui dirait, a un problème à faire la différence entre des diamants et des cailloux. Mais le gros lot, l'or, les billets, voire des bons au porteur, devait bien être planqué quelque part sous l'une ou l'autre de ces grosses pierres plates. Il en avait établi la preuve. Son oncle avait enterré des choses de valeur, pas juste de vieux timbres périmés et moisis. À la vieille ferme Masters, il avait déniché 6 rouleaux de pennies d'acier qui valaient au moins 600$. Ça ne faisait pas beaucoup, mais c'était une indication. « C'est quelque part par là !» murmura Ace, une lueur démente dans le regard. « Tout ça est quelque part par là, dans l'une des 7 autres caches, ou dans 2, ou dans 3. » Il le savait. Il prit la carte sur papier bulle et fit passer son doigt d'une croix à une autre, se demandant si tel ou tel emplacement était plus favorable que les autres. Il s'arrêta finalement sur la ferme du vieux Joe Camber. C'était le seul endroit comportant 2 croix proches l'une de l'autre. Son index se mit à faire lentement la navette entre les deux. Joe Camber était mort au cours d'une tragédie qui avait coûté 3 autres vies. À l'époque, sa femme et son fils se trouvaient loin en vacances. D'ordinaire, les gens comme les Camber ne prennent pas de vacances. Mais Charity Camber avait gagné une certaine somme à la loterie d'État, croyait se rappeler Ace. Il essaya d'évoquer d'autres souvenirs, mais tout ça restait flou dans son esprit. Il avait eu d'autres chats à fouetter à l'époque. Beaucoup d'autres. Qu'avait fait Madame Camber en revenant de vacances avec son fils, lorsqu'elle avait découvert que Joe, une ordure de première... Là-dessus, les opinions étaient unanimes, se souvenait Ace, avait passé l'arme à gauche. Déménager pour un autre état, non? Et la propriété?
Elle avait sans doute dû vouloir s'en débarrasser rapidement. À Castle Rock, un nom venait aussitôt à l'esprit, quand il s'agissait de réaliser sans délai une transaction, celui de Reginald Marion Pop Merrill. Était-elle allée le voir? Si oui, il lui en avait offert un prix dérisoire, à n'en pas douter. Mais lorsqu'on était pressé de partir, on acceptait un prix dérisoire. En d'autres termes, la ferme Camber appartenait peut-être très bien à Pop au moment de sa mort. Cette éventualité se transforma en certitude dès qu'elle lui fut venue à l'esprit. « La ferme Camber !» s'écria-t-il. « Mais oui, je parie que c'est là, j'en suis sûr. Des milliers de dollars, voire des dizaines de milliers de dollars, bordel de Dieu !» Il referma sèchement le livre sur la carte, puis fonça, courant presque, jusqu'à la Chevrolet que lui avait prêtée Gaunt. Une question le titillait toujours. Si Pop ne voyait vraiment aucune différence entre des diamants et des cailloux, pourquoi s'était-il donné le mal d'enterrer les timbres cadeaux? Ace repoussa impatiemment cette interrogation et prit la direction de Castle Rock. Danforth Keaton arriva à son domicile des hauteurs de Castleview au moment où Ace se mettait en chemin pour les secteurs plus ruraux du district. Il était toujours menotté à sa voiture, ce qui ne l'empêchait pas de se sentir d'une humeur sauvagement euphorique. Il avait passé ces 2 dernières années à lutter contre des ombres qui n'avaient cessé de gagner. Il en était arrivé au point où il commençait à penser qu'il devenait fou, Ce qui était, bien entendu, exactement ce qu'il voulait lui faire croire. En chemin, il vit plusieurs paraboles de réception par satellite. Il les avait déjà remarquées et s'était demandé si elles ne jouaient pas un rôle dans ce qui se passait en ville. Aujourd'hui, il en était convaincu. Il ne s'agissait nullement de paraboles pour satellites. C'étaient des perturbateurs d'esprit. Ils n'étaient peut-être pas tous pointés vers sa maison, mais on pouvait être sûr que ceux qui ne l'étaient pas pointaient en direction d'autres personnes qui, comme lui, comprenaient qu'une conspiration monstrueuse se tramait. Buster s'arrêta dans son allée et appuya sur le bouton de la télécommande, accroché à son pare-soleil, qui provoquait l'ouverture du garage. La porte commença à s'élever, mais il sentit à cet instant précis un élancement douloureux, insupportable lui traversait la tête. Il comprit que cela aussi en faisait partie. Ils avaient remplacé sa télécommande par un objet de même aspect, qui lançait de mauvais rayons dans sa tête en même temps qu'il ouvrait la porte. Il l'arracha au pare-soleil et le jeta par la fenêtre avant d'entrer dans le garage. Il coupa le moteur et descendit de voiture. La menotte qu'il attachait à la poignée de la Cadillac le retenait aussi efficacement qu'une corde le pendut. Il y avait bien des outils soigneusement rangés sur leur crochet au-dessus de l'établi, mais ils étaient hors de portée. Il se pencha dans la voiture et se mit à klaxonner. Myrtle Keaton, qui avait eu ses propres courses à faire cet après-midi, somnolait à demi, allongé sur son lit, l'esprit troublé, lorsque le klaxon retentit. Elle se mit brusquement sur son séant, l'œil exorbité par la terreur. « Je l'ai fait !» dit-elle dans un hoquet. « J'ai fait ce que vous m'avez dit. Fichez-moi la paix maintenant. » Elle se rendit alors compte qu'elle avait rêvé, que M. Gaunt n'était pas là, et laissa échapper un long soupir tremblotant. On aurait dit l'avertisseur de la Cadillac. Elle prit la poupée posée sur le lit à côté d'elle, la ravissante poupée qu'elle avait trouvée dans la boutique de M. Gaunt, et la serra dans ses bras pour se réconforter. Elle avait commis un acte cet après-midi. Un acte que quelque part au fond d'elle-même, obscurément, elle savait mauvais, très mauvais même, et qui l'effrayait. Mais depuis, la poupée lui était devenue inexprimablement chère. « Le prix, aurait pu dire Gaunt, augmente toujours la valeur d'une chose, du moins aux yeux de l'acheteur. » C'était bien le klaxon de la Cadillac. Qu'est-ce qui lui prenait de klaxonner dans le garage? Elle se dit qu'elle ferait mieux d'aller voir. « Mais il n'a pas intérêt à toucher à ma poupée, » dit-elle à voix basse. Elle la posa avec délicatesse dans la pénombre sous son côté du lit. « Il n'a pas intérêt. Ça serait la goutte d'eau. » Myrtle comptait parmi les très nombreuses personnes qui avaient rendu visite au Bazar des Rêves ce jour-là. Un nom de plus à marquer d'un signe sur la liste de Leland Gaunt. Elle était venue, comme beaucoup d'autres, parce que M. Gaunt le lui avait ordonné. Elle avait reçu le message d'une manière qui n'aurait nullement surpris son époux. Elle l'avait entendu dans sa tête. M. Gaunt lui avait dit qu'il était temps de finir de payer pour la poupée. Si elle voulait la conserver, bien entendu. «
Pour cela, il lui fallait emporter une boîte métallique et une lettre scellée au hall des filles d'Isabelle, à côté de Notre-Dame des Eaux Sereines. La boîte représentait des parties grillagées sur chacun de ses côtés, sauf le fond. Il en sortait un tic-tac à peine audible. Elle avait essayé de regarder par les grilles circulaires, on aurait dit les haut-parleurs des anciens postes de radio. Mais elle n'avait pu deviner qu'une forme vaguement cubique. À la vérité, elle n'avait pas fait de gros efforts. Il lui semblait préférable, plus sûr, d'en rester là. Il n'y avait qu'une voiture dans le parking de la petite église et de ses dépendances, lorsqu'elle arriva à pied. La salle paroissiale était vide, cependant. Elle s'en assura en regardant par la vitre de la porte, au-dessus d'une feuille de papier qu'on y avait scotchée. Puis elle lut celle-ci. « Réunion des filles d'Isabelle, mardi 19h. Aidez-nous à organiser la nuit casino. » Myrtle se glissa à l'intérieur. À sa gauche, contre le mur, s'alignaient des casiers peints en couleurs vives, dans lesquels les enfants de la garderie laissaient leur déjeuner, et où ceux du catéchisme mettaient leurs dessins et leurs divers travaux. Myrtle devait poser l'objet dans l'un des casiers, ce qu'elle fit. Il s'y emboîtait très bien. Dans le fond de la salle se dressait l'estrade avec la table de la présidente, un drapeau américain à gauche et une bannière représentant l'Infant de Prague à droite. La table était déjà prête pour la réunion avec stylo, crayon, bon de nuit casino à remplir, et au milieu la feuille détaillant l'ordre du jour. Myrtle déposa l'enveloppe de M. Gaunt sous ce document, de façon à ce que Betsy Weig, présidente en exercice des filles d'Isabelle cette année, la voie dès qu'elle prendrait l'ordre du jour. « Lis ça tout de suite, putain papiste !» Lisait-on, tapé en capitale sur le devant de l'enveloppe. Le cœur battant à tout rompre, sa pression sanguine frôlant des altitudes stratosphériques, Myrtle était sortie du hall des filles d'Isabelle sur la pointe des pieds. Elle fit halte quelques instants, une fois à l'extérieur, les mains pressées sur son ample poitrine, afin de reprendre sa respiration. Elle vit alors quelqu'un qui s'esquivait en catimini du côté du hall des Chevaliers de Colomb. June Gavino, qui paraissait dans le même état de frayeur et de culpabilité que Myrtle. Elle descendit si rapidement les marches de bois donnant sur le parking qu'elle faillit tomber, puis elle se dirigea à pas pressés vers la seule voiture qui s'y trouvait garée, dans le claquement de ses talons plats. Elle leva alors les yeux, vit Myrtle, et pâlit. Puis elle regarda plus attentivement le visage de Myrtle, et comprit. « Vous aussi ?» demanda-t-elle à voix basse. Un sourire étrange, à la fois coquin et écœuré, éclaira son visage. L'expression d'un enfant habituellement bien élevé, qui, pour des raisons qui le dépassent, a mis une souris blanche dans le tiroir de son professeur préféré. Myrtle sentit un sourire identique se dessiner sur ses traits. Elle essaya néanmoins la dénégation. « De grâce, je ne sais pas de quoi vous parlez. »« Si, vous le savez. » June regarda rapidement autour d'elle, mais les deux femmes disposaient entièrement du lieu et du moment, en cet étrange après-midi. « Monsieur Gaunt !» Myrtle acquiesça, et sentit une violente rougeur lui monter aux joues. « Qu'est-ce que vous avez su ?» demanda June. « Une poupée. Et vous ?»« Un vase, un des plus beaux cloisonnés que vous avez jamais vus. »« Qu'avez-vous fait ?» Avec un sourire madré, June contra. « Et vous ? Laissez tomber. » Myrtle jeta un coup d'œil en direction du hall des filles d'Isabelle et renifla. « De toute façon, ça n'a pas d'importance. Ce ne sont que des catholiques. »« C'est juste, » répondit June, elle-même une catholique repentie. Sur quoi elle s'était dirigée vers sa voiture. Myrtle ne lui avait pas demandé de la ramener, et June ne le lui avait pas proposé. Myrtle avait quitté le parking d'un pas pressé et n'avait même pas levé les yeux lorsque June l'avait dépassée dans sa Saturne blanche. Elle n'avait plus qu'une envie, rentrer chez elle, faire un petit somme en tenant la poupée dans ses bras et oublier l'acte qu'elle avait commis. Programme, découvrait-elle maintenant, auquel elle risquait de devoir renoncer. De la paume, Buster enfonça le klaxon et le maintint ainsi. L'avertisseur lui cornait aux oreilles à le rendre sourd. « Où donc était passée cette conne ?» La porte qui séparait la cuisine du garage finit par s'entrebâiller, et Myrtle passa la tête. Elle ouvrait de grands yeux apeurés. « C'est pas trop tôt !» s'exclama Buster, lâchant le klaxon. « Je te croyais crever dans les chiottes !»« Danforth,
Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Jamais les choses ne sont allées mieux depuis 2 ans. J'ai juste besoin d'un petit coup de main, c'est tout. Myrtle ne bougea pas. Tu vas bouger ton gros cul, oui? Elle n'avait aucune envie de lui obéir. Il lui faisait peur, mais l'habitude était ancienne, profondément ancrée et difficile à rompre. Elle fit le tour de la voiture pour le rejoindre dans l'étroit espace derrière la portière ouverte. Elle marchait lentement, laissant traîner ses pantoufles sur le ciment avec un bruit qui lui faisait grincer des dents. Elle vit les menottes et ses yeux s'agrandirent. « Mais qu'est-ce qui s'est passé, Danforth ?» Rien que je ne puisse régler. Passe-moi la scie à métaux, veux-tu? Là, sur le mur. Non, au fond! Laisse tomber la scie pour le moment, et passe-moi plutôt le gros tournevis et le marteau. Elle eut un mouvement de recul, joignant en même temps les poings sur sa poitrine en un geste d'anxiété. Rapide comme un cobra, Buster lança sa main libre à travers la vitre baissée et la saisit par les cheveux, avant qu'elle fût hors de portée. « Aïe !» cria-t-elle, en s'attaquant inutilement au poing énorme qui la tenait. « Aïe, Danforth! Aïe !» Buster la tira à lui, une grimace horrible sur la figure. 2 grosses veines battaient à son front. Il ne sentait pas plus les mains qui frappaient son poing que des battements d'ailes d'oiseau. « Fais ce que je te dis !» hurla-t-il. Une fois la tête de sa femme près de la portière, il la cogna 1 fois, 2 fois, 3 fois contre le montant. « Est-ce que tu es né comme ça ou est-ce que t'as pris des cours pour être aussi conne? Va les attraper, je te dis. Tu me fais mal, Danforth! Tout juste. » Il lui cogna de nouveau la tête contre la carrosserie, bien plus fort cette fois. À son front, la peau se déchira, et un filet de sang se mit à couler sur sa joue gauche. « Est-ce que tu vas enfin faire attention à ce que je te dis, espèce de gourde? » Oui, oui, oui! Bien. Il desserra son étreinte. « Alors donne-moi le gros tournevis et le marteau, et n'essaie pas de faire la maligne. » Elle agita le bras droit en direction du mur. Je ne peux pas les attraper! Il se pencha en avant et lui donna assez de champ pour lui permettre d'avancer d'1 pas vers le mur où étaient accrochés les outils. Il la tenait toujours solidement par la chevelure. Des gouttelettes de sang tombèrent sur les pantoufles de Myrtle et sur le sol. Sa main tâtonnante se referma sur un outil, et Danforth lui secoua vigoureusement la tête, comme un terrier secourait un rat mort. « Pas celui-là, crétine! C'est une perceuse! Est-ce que je t'ai parlé d'une perceuse, hein? » Mais Danforth! Aïe! J'y vois rien! Tu aimerais bien que je te lâche, sans doute. Comme ça, tu pourrais courir dans la maison et les appeler, hein? Je ne comprends rien à ce que tu racontes! Bien sûr que non! Pauvre petit agneau innocent! C'était juste un accident, si tu m'as entraîné ailleurs dimanche dernier, pour que ce salopard d'adjoint ait tout le temps de coller ses foutus PV partout dans la maison. C'est bien ce que tu voudrais me faire avaler, hein? Elle le regarda au milieu des mèches qui lui retombaient sur les yeux. Ses cils retenaient des gouttes minuscules de sang. « Mais... Danforth, c'est toi qui m'as invité au restaurant dimanche dernier. Tu as dit... » Il tira un coup sec sur ses cheveux. Elle cria. « Contente-toi d'attraper ce que je t'ai dit. On pourra en discuter après. » Elle tâta une fois de plus le mur, la tête baissée. Les mèches que ne tenait pas la poigne de Buster lui retombaient sur la figure. Ses doigts touchèrent le gros tournevis. « Et d'un, si t'essayais l'autre, qu'est-ce que t'en penses? » Elle reprit cet tâtonnement et finit par venir poser la main sur le manche enrobé de caoutchouc du marteau Craftsman. « Bien, donne-moi ça. » Elle décrocha le marteau et Buster la tira de nouveau à lui. Il lui lâcha les cheveux, prêt à les empoigner à nouveau au moindre signe de fuite. Elle ne bougea pas. Elle était domptée. Elle n'avait qu'un désir, qu'il la laissa remonter dans sa chambre afin qu'elle pût cajoler sa jolie poupée et s'endormir en la tenant dans ses bras. Elle se sentait capable de dormir jusqu'à la fin des temps. Il prit les outils. Myrtle ne lui résista pas. Il plaça la pointe du tournevis contre la poignée de la porte et donna plusieurs coups violents de marteau sur la tête de l'outil. Au 4e, la poignée céda. Buster la laissa tomber au sol avec le tournevis. Il alla ensuite appuyer sur le bouton qui refermait la porte du garage. Puis, tandis que celle-ci redescendait bruyamment sur ses rails, il s'avança vers sa femme, le marteau à la main. « As-tu couché avec lui, Myrtle? »
demanda-t-il doucement. Quoi? Elle le regardait, l'air morne et apathique. Buster se mit à donner dans la paume de sa main des coups de marteau, qui faisaient un bruit sourd et charnu. As-tu couché avec lui, après l'avoir aidé à coller ses foutus formulaires roses partout dans la maison? Elle le regardait du même air dénué de toute compréhension. Buster avait oublié qu'elle était avec lui chez Maurice, lorsque Raedwick avait forcé sa porte et accompli son petit forfait. Mais enfin, Buster, de quoi pas... Il se pétrifia, les yeux exorbités. Comment tu m'as appelé? L'expression apathique disparut du visage de Myrtle. Elle commença à battre en retraite, enfonçant déjà la tête dans les épaules. Derrière eux, la porte du garage s'immobilisa. On n'entendait plus que le frottement des chaussures sur le ciment et le tintement de la menotte qui oscillait au bout de sa chaîne. « Je suis désolé, murmura-t-elle. je suis désolé, Danforth. » Puis elle fit demi-tour et courut vers la porte de la cuisine. Il la rattrapa 3 pas avant, la saisissant une fois de plus par les cheveux. « Comment tu m'as appelé ?» hurla-t-il, brandissant le marteau. Les yeux de Myrtle suivirent le mouvement ascendant. « Danforth, non, je t'en supplie !»« Comment tu m'as appelé, hein? Comment ?» Il répéta sa question sans fin, hurlant toujours plus fort, la ponctuant à chaque fois de ce bruit charnu et étouffé. Ace pénétra dans la cour de la ferme Camber à 5 heures. Il fourra la carte dans sa poche revolver et ouvrit le coffre. Prenant la pelle et la pioche que Gaunt lui avait si obligeamment fournies, il s'avança vers le porche affaissé et noyé de plantes grimpantes qui couraient le long d'un côté de la maison. Il reprit la carte et s'assit sur les marches pour l'examiner. Les effets à court terme de la coque s'étaient estompés, mais son cœur battait toujours à un rythme vif dans sa poitrine. Il venait de découvrir que la chasse au trésor possédait aussi un aspect stimulant. Il parcourut des yeux la cour envahie d'herbes folles, la grange de guingois, les bouquets de tournesol tournaient vers lui leur œil aveugle. « Le coin qui me permettra de me débarrasser pour toujours des frères Corson, et qui, par la même occasion, fera de moi un homme riche, le voilà. Une partie au moins. Ici, je le sens. » Mais c'était plus qu'une simple impression. On aurait dit que ça l'appelait, chantonnant depuis le sol. Et pas juste des dizaines de milliers de dollars, mais des centaines de milliers. 1 million peut-être. 1 million de dollars, murmura Ace d'une voix étouffée et retenue, avant de se pencher de nouveau sur la carte. 5 minutes plus tard, il remontait le flanc ouest de la ferme Camber, et tout au bout, presque complètement dissimulé par de hautes herbes, il trouva ce qu'il cherchait, une grande pierre plate. Il la souleva, la renversa de côté, et se mit à creuser avec frénésie. Moins de 2 minutes plus tard, la pelle produisit un bruit métallique étouffé, en heurtant de la ferraille rouillée. Il se laissa tomber à genoux, foyant la terre comme un chien qui cherche un os. Encore 1 minute, et il exhumait un vieux seau de peinture Sherwin-Williams. La plupart des accros à la cocaïne ont tendance à se ronger les ongles, et Ace ne faisait pas exception à la règle. Pas d'ongles pour soulever le couvercle collé, soudé sur le bord par la peinture séchée. Avec un grognement de frustration et de rage, Ace prit son couteau de poche et se servit de la lame pour faire levier. « Des billets! Des liasses et des liasses de billets !» Il poussa un cri, plongea les mains dans le seau, les ressortit, et vit que son impatience l'avait leurré. Une fois de plus, ce n'était que des timbres cadeaux. Des Red Balls cette fois, une variété qui ne s'échangeait qu'au-dessous d'une ligne Mason-Dixon, et dont l'année d'expiration était 1964, date à laquelle l'entreprise avait fait faillite. « Bordel de merde, de putain de bordel de merde !» hurla Ace. Il jeta les paquets de timbres, qui se défirent et cascadèrent dans la brise légère et chaude, qui venait de se lever. Certains, emportés par elle, allèrent s'accrocher aux herbes comme autant de bannières poussiéreuses. « Connard! Fumier! Salopard !» Il se mit à fouiller dans le seau, et alla même jusqu'à le renverser pour en faire tomber ce qui aurait pu y rester. Rien. Il le jeta, le regarda un instant, puis se précipita dessus pour lui donner un coup de pied, comme si c'était un ballon de foot. Il tâta sa poche pour reprendre la carte. Pendant une horrible seconde,
Il ne sentit rien et crut l'avoir perdu. Mais il n'avait fait que l'enfoncer jusqu'au fond, dans son impatience à se mettre au travail. Il vit que l'autre croix se trouvait derrière la grange, et soudain, une idée merveilleuse lui vint à l'esprit. En illuminant les ténèbres agitées de colère comme une chandelle romaine le soir d'un 14 juillet. Le seau de peinture n'était qu'un leurre. Pope avait craint que quelqu'un ne remarque le fait que ces différentes caches étaient marquées d'une pierre. Il avait donc employé la ruse du faux appât ici, à la ferme Camber. Par sécurité. Un chasseur de trésors qui découvre une cache pleine d'objets sans valeur ne pourra jamais deviner qu'il en existe une autre sur la même propriété, mais dans un endroit mieux dissimulé. À moins de posséder la carte, Murmura Ace. comme moi. Il prit le pic et la pelle et se précipita vers la grange, les yeux agrandis, en sueur, les cheveux collés à ses tempes en mèches grises. Il vit la vieille carcasse Airflow et courut jusqu'à elle. Il l'avait presque atteinte lorsque son pied heurta quelque chose. Il s'étala de tout son long. Il se mit aussitôt sur son séant et regarda autour de lui. Il vit tout de suite sur quoi il avait trébuché. Une pelle. Une pelle avec de la terre encore fraîche sur la lame. Une impression désagréable se coula en lui. Une impression très désagréable. Elle monta de son ventre, puis se déploya vers sa poitrine et vers ses couilles. Il retroussa les lèvres très lentement, en un ricanement hideux qui lui découvrit les dents. Il se releva et aperçut la dalle de pierre carrée salie de terre. Elle avait été retournée. Quelqu'un était venu ici avant lui, et il n'y avait pas bien longtemps à l'aspect de la pierre. On l'avait battu au poteau. « Non !» murmura-t-il. Le mot tomba de ses babines retroussées comme une goutte de sang corrompu ou de salive infectée. « Non !» Ace vit alors, non loin de la pelle et de la pierre retournée, qu'un trou avait été sommairement rebouché. Délaissant ses outils ou la pelle abandonnée par le voleur, il tomba à genoux, et les mains, comme des griffes, entreprit de déblayer le trou. Le temps de le dire, il avait retrouvé la boîte de Crisco. Il la sortit, arracha le couvercle. Il n'y avait rien dedans, sinon une enveloppe blanche, qu'il prit et déchira. Deux choses en tombèrent, une feuille de papier et une enveloppe plus petite. Ace ignora temporairement la seconde enveloppe et déplia le papier. Un mot y était tapé à la machine. Il resta bouche bée en voyant qu'il lui était adressé. « Cher Ace, je ne suis pas sûr que tu trouveras cette lettre, mais il n'est pas interdit d'espérer que je sache. Je me suis bien amusé en t'expédiant à Shawshank, mais ce coup-ci est encore plus drôle. Je regrette bien de ne pas voir ta tête quand tu liras ça. Peu après t'avoir fait boucler, je suis allé voir Pop. Je le voyais d'ailleurs très régulièrement, une fois par mois en fait. Nous avions conclu un petit accord. Il me donnait un billet de 100 et je le laissais faire ses prix illégaux. On s'entendait parfaitement. Bref, le jour en question, il s'excusa parce qu'il fallait qu'il aille aux toilettes. Un truc que j'ai bouffé, il m'a dit. J'ai profité de l'occasion pour jeter un coup d'œil dans son tiroir qu'il avait oublié de fermer à clé. Ça ne lui ressemblait pas, mais je crois qu'il avait peur de faire dans son pantalon avant d'arriver au petit coin. Ah ! Je n'ai trouvé qu'un truc intéressant, mais ça suffisait. On aurait dit une carte. Il y avait pas mal de croix dessus. Mais l'une d'elles, celle qui marquait ce coin, était en rouge. J'ai remis la carte en place avant son retour. Il ne s'est jamais douté que je l'avais vue. Je suis venu ici dès sa mort, et j'ai déterré la boîte de Crisco. Il y avait plus de 200 000 $ dedans, Ace. Ne t'inquiète pas, pourtant. J'ai décidé de les partager convenablement, et de te laisser exactement ce que tu mérites. Bienvenue pour ton retour en ville, Tour du Case. Bien à toi, Alan Pangborn, shérif du comté de Castle. PS. Et pas de bêtises, Ace. Maintenant que t'es au courant, fais-toi une raison et oublie tout ça. Tu connais le vieux proverbe. Premier arrivé, premier servi. Si jamais t'essaies de me faire des histoires à cause de l'argent de ton oncle, je t'agrandis le trou du cul pour t'y fourrer la tête, parole d'homme. A.P. Ace laissa la feuille de papier tomber de ses doigts engourdis et ouvrit la seconde enveloppe.
Elle contenait un billet d'1 $. J'ai décidé de les partager convenablement et de te laisser exactement ce que tu mérites. Espèce d'immonde salopard! Siffla Ace, Espèce de fils de pute! hurla-t-il, si fort qu'il sentit quelque chose se tendre dans sa gorge, jusqu'au point de rupture. L'écho lui renvoya faiblement son juron. Hut. Il se mit à déchirer le billet avec des doigts qui lui obéissaient mal, puis arrêta son geste. Non, pas question, tonton. Celui-là, il allait le mettre de côté. Ce fils de pute voulait le fric de Pop, hein? Il avait chouravé ce qui appartenait de droit au dernier parent vivant de Pop, hein? Bon, très bien. Parfait. Mais le shérif aurait dû tout prendre. Ainsi en décida Ace dans sa grande générosité. Lorsqu'il lui aurait coupé les couilles avec son canif, il avait l'intention de fourrer le billet d'1 $ dans le trou sanglant qui resterait. Tu veux tout le fric, t'y perds? Demanda Ace d'une voix douce et rêveuse. D'accord, absolument d'accord. Pas de problème. Pas le moindre foutu problème. Il se remit debout et retourna vers la voiture d'une démarche qui n'était plus que la version caricaturale, raide et chancelante de son pas de parade habituel. Le temps qu'il y arriva, il courait presque.